Et bonjour à tous et à tous, ici Monsieur Marie du coup pour la continuité pédagogique en seconde et en physique-chimie. Vu que nous avons déjà terminé le programme, vous avez été du coup pas très nombreux à voter pour la suite du contenu des cours, mais les principaux votes recueillis ont parlé du coup de présentation du système solaire des planètes. Donc du coup, vu que c'est quelque chose qui a disparu du programme en seconde actuellement, je me suis dit que ce serait pas mal de le faire, et puis vu que c'était en plus votre vote, et du coup on y va. Donc par rapport à tout ça, c'est un module qui existait avant au lycée qui s'appelait astronomie, donc j'ai repris la même chose, je l'ai appelé identiquement. Malgré tout, il faut savoir que l'astronomie, c'est l'étude des astres, et la présentation des planètes que vous vouliez vous, ça s'appelle la cosmologie, c'est pas exactement pareil. Donc du coup, essayez de pas confondre. Donc du coup, on va faire davantage de présentation globale des planètes, comment elles se sont formées. On va essayer de faire un focus sur chaque planète, donc du coup ça va nous faire au moins 8 séances sur chaque planète, plus une de présentation globale du système. Et on va essayer aussi de faire une ou deux séances sur ce qu'on appelle les planètes naines, donc du coup les planètes qui ne sont pas admises comme planètes en tant que telles, mais qui correspondent à des corps qui soit ont été, soit auraient pu être considérés comme une planète. Voilà. Donc du coup, on y va, on est parti là-dessus. Donc, mon cours d'astronomie que j'avais fait au lycée était divisé en trois parties. On va faire que la partie 1, nous. La partie 2 et 3 s'intéresse davantage à comment se forment et évoluent les étoiles. C'était compliqué, on va peut-être pas le faire. À part si vous êtes vraiment intéressé, je pense qu'on n'ira pas plus loin que la partie 1. Donc du coup, dans la partie 1, je vais aujourd'hui présenter globalement comment se délimite le système solaire, à quoi on fait référence quand on parle de système solaire, et évidemment aussi où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il termine en termes spatiaux. Ensuite, on fera un focus du coup sur chaque planète, et on fera aussi un focus sur Pluton particulièrement, parce que c'est une planète qui a longtemps été admise comme étant une planète à part entière. Il me semble de 1930 environ jusqu'à 2006. Donc du coup c'est assez récent comme déclassement, et on verra du coup pourquoi elle ne l'est plus actuellement. Alors, du coup, quelques généralités sur le système solaire. Il faut savoir que le système solaire, déjà de 1, il est composé de ce qu'on appelle 8 planètes coplanaires. Ça veut dire que en gros, vos 8 planètes, que vous connaissez très bien, et que vous connaissez par cœur depuis le CM2 normalement, sont toutes en train d'évoluer dans ce qu'on appelle le même plan. Si je prends du coup, par exemple, le Soleil, vous savez que la Terre, en fait, si on s'arrange bien dans la vision des choses, tourne autour, en fait, réalise ce qu'on appelle une révolution autour du Soleil, et elle le fait selon une trajectoire qu'on appelle son orbite. Et bien, il faut savoir que les trajectoires orbitales de toutes les planètes, en fait, vont être dans le même plan que celui de la Terre. Ou plus précisément, celui de la Terre est dans le même plan que toutes les autres planètes. Il faut savoir qu'il ne faut pas parler de la Terre comme étant centrale. C'est des théories qui ont été bien démontées au cours de l'histoire. Et il faut essayer de pas dire que tout le monde est comme la Terre, mais plutôt qu'on est comme tout le monde. C'est beaucoup mieux en termes astronomiques ou cosmologiques. Bref, l'orbite de la planète Terre, comme celle de toutes les autres planètes, évolue dans un même plan, ok ? Tout évolue dans un même plan, et ce plan, on l'appelle le plan de l'écliptique. Du coup, de la plus proche à la plus éloignée, vous retrouvez Mercure en premier, la plus proche du Soleil. Vous retrouvez ensuite Vénus, qui est aussi appelée la planète jumelle de la Terre. Ensuite, notre planète à nous. Mars, qu'on appelle aussi la planète rouge, à cause des oxydes de fer qui sont là-dessus. Mais je rentre pas dans le détail, on le fera une séance suivante. Jupiter, du coup, la plus grosse du système. Ensuite Saturne, qui est la plus grosse du système si on compte les anneaux. Uranus, qui a la particularité d'être incliné de 90 degrés environ par rapport aux autres planètes. Et Neptune, enfin, la dernière planète du système solaire, et sur laquelle on s'arrêtera en tant que planète. Le système solaire, il est aussi composé d'autres choses. Il faut savoir que 99% de la masse du système solaire est concentrée dans le Soleil, qui est vraiment le centre de ce système dans la représentation de tous les jours. Par contre, il faut savoir que dans le système solaire, en fait, vous avez plein d'autres corps, comme les planètes, mais aussi d'autres corps beaucoup plus petits,
comme les planètes, vous avez les planètes naines dedans qui sont en général plus petites que les planètes, mais pas forcément. Vous avez tout ce qui est astéroïdes, et vous avez aussi tout ce qui est comètes et poussière, poussière qu'il y a dans l'espace, etc. Dans tous les cas, la plupart de ces corps, en fait, que ce soit les planètes naines, les astéroïdes, sont en général localisés dans ce qu'on appelle des ceintures d'astéroïdes. Okay, les ceintures d'astéroïdes, vous en avez deux. Vous avez celle qu'on appelle en anglais Inner Belt, que on pourrait dire c'est juste la ceinture d'astéroïdes qu'il y a entre Mars et Jupiter. Okay, donc c'est une orbite en fait sur laquelle gravitent plein de corps, de corps rocheux qu'on appelle astéroïdes et qui se retrouvent du coup tous là. Et vous en avez un autre aussi, une autre ceinture qui s'appelle la ceinture de Kuiper, qui est au-delà de Neptune, donc c'est ce qu'on a longtemps appelé des transneptuniens. Et ces corps-là, en fait, se comportent exactement de la même manière que la ceinture intérieure, hein, que celle où il y a Cérès et donc tous les corps rocheux entre Mars et Jupiter. Ces corps se comportent de la même façon, sauf qu'ils sont juste situés plus loin, en fait, tout simplement. Ces deux systèmes qu'on appelle, enfin, ces deux ceintures d'astéroïdes sont appelés des systèmes épais. Ça veut dire que, en gros, ce sont des systèmes qui sont en ceinture, ok, mais non pas en sphère. Ça veut dire que, en gros, ces ceintures-là respectent aussi le plan de l'écliptique. Ils sont contenus dans ce plan, gravitent autour du Soleil dans ce plan, et donc du coup, en fait, on peut passer au-dessus ou en dessous. C'est un système qui est en 2D en fait, comme le déplacement des planètes autour du Soleil. Enfin, le système solaire, il va encore plus loin que ça. On peut aller beaucoup plus loin que la ceinture de Kuiper. Vous avez plein de corps en fait, comme les comètes, qui gravitent autour du Soleil, mais qui vont beaucoup plus loin ensuite, qui ont une trajectoire beaucoup plus elliptique. Et ces comètes en fait peuvent aller jusqu'aux confins du système solaire qu'on appelle du coup, enfin qui est terminé par ce qu'on appelle du coup le nuage de Oort. Alors Oort ça prend de haut, et ça par contre ce n'est pas un système en 2D, c'est pas une ceinture. On l'appelle nuage parce qu'il est en 3D, c'est un système sphérique, peu importe par où vous vous éloignez en partant du soleil en fait, vous finirez par tomber sur ce nuage en fait. Ok ? Voilà, vous savez tout du coup sur où est-ce que le système commence, où est-ce qu'il finit. Ah, il commence pas vraiment, mais vous savez que dans tous les cas, peu importe par où vous vous éloignez, vous sortez du système solaire dès lors que vous franchissez le nuage de Oort. Ok ? Voilà, vous savez tout du coup sur la géographie un petit peu, si je peux dire ainsi, parce que géographie c'est adapté à la Terre normalement, il y a géo dedans. Mais bon, la géographie du coup du système est posée. Si on prend du coup le système solaire dans la galaxie que vous connaissez normalement sous le nom de Voie lactée, ou Milky Way en anglais, vous vous situez à peu près ici. Voilà, le You Are Here, c'est là où vous vous situez. Et comme vous le voyez, dans le rond, il n'y a pas de lumière. Ça veut dire que le soleil dedans, il n'est même pas visible, si vous voulez, si on dézoome autant. Il faut savoir que le soleil, en fait, c'est un nain parmi tant de géants dans le système, dans la classification des étoiles, quoi. Il y a beaucoup plus gros que le soleil, beaucoup plus lumineux. Et ça, je vous le montrerai sur des logiciels adaptés. Alors, si je prends la galaxie vue d'en haut, parce que la galaxie aussi est je peux pas dire en 2D, mais en fait, une galaxie de type spirale comme la nôtre, elle est plutôt plate, ok. Ça veut dire que vous pouvez la voir de la tranche, comme vous le voyez depuis la Terre. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez voir la galaxie depuis la Terre. C'est l'espèce de grande traînée blanche que vous avez dans le ciel, en fait. Vous voyez la galaxie, non pas de face comme ça, comme ma main, mais vous la voyez comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc ça, vous pouvez le voir depuis la Terre, ça s'observe. Par contre, si vous voulez dézoomer à fond et voir la galaxie depuis le haut ou le bas, vous allez tomber du coup sur une photographie telle que celle-ci. Enfin, une photographie. C'est plutôt... c'est pas une photographie réelle, hein, c'est plutôt une image recréée. Si vous voulez du coup étudier la galaxie comme elle est, une spirale en fait est toujours caractérisée par un centre et un nombre de bras en fait qui partent du centre et qui s'enroulent en fait en périphérie. Ok ? Donc du coup on a appelé en fait le centre de la galaxie le centre,
Et chaque bras en fait qui se dégage de ce centre et qui s'enroule autour de ce centre, on l'a appelé d'une certaine manière. Donc vous avez par exemple le bras du Sagittaire, du Centaure, du règle signe, d'Orion et de Persée. Voilà, ça c'est les bras en fait de la galaxie, il y en a 5. Et nous, en fait, on est dans ce qu'on appelle le bras d'Orion. Alors ces noms, ils ont été donnés par rapport à des... Comment dire, à des créatures ou des héros mythologiques. Bien que le règle signe, je sais pas d'où ça vient. Bon, le Centaure, vous savez, c'est une créature chimérique. Orion et Persée sont 2 héros de la mythologie grecque, et le Sagittaire, bah, c'est encore une fois une créature un peu chimérique. Voilà. Pour donner un ordre d'idée de la distance à laquelle bah, vous vous situez quand vous êtes à un bout de la périphérie à l'autre, je sais qu'il y en a par exemple qui, quand ils ont habité, enfin, s'ils ont été à Paris ou s'ils ont habité à Paris, quand vous passez d'un bout à l'autre de la ville, vous mettez environ 1 heure en métro. Bon ben là il faut savoir que d'un bout à l'autre de la galaxie, même sans métro, hein, à la vitesse de la lumière, il faut environ 100 000 ans. Voilà. Donc déjà c'est une vitesse qu'on n'atteindra jamais. Mais d'un bout à l'autre de la galaxie, en fait, il y a ce qu'on appelle une distance de 100 000 années-lumière environ. On ne va pas chipoter à un près. Ce sont des très très grandes distances dont vous avez du mal à vous représenter. Mais en gros, une année-lumière, bah, c'est le temps que parcourt la lumière, ok, à la vitesse où elle va. Enfin, c'est la distance que parcourt la lumière, pardon, à la vitesse où elle va, pendant un an, ok. Ça veut dire que par exemple, si vous voulez une année homme, bah, mettez-vous à marcher, vous faites aucune pause pendant un an, et ce sera cette distance-là. Déjà, vous sentez que c'est beaucoup, quoi. Sauf que votre vitesse de marche environ, en admettant que on prenne votre relais, etc., une vitesse de marche d'un marcheur qui marche bien, hein, c'est entre 3 et 5 km/h. Donc du coup, vous faites la conversion pour arriver en année, et vous allez avoir un chiffre en kilomètres qui sera assez important. Mais voilà, quoi. La vitesse de la lumière, elle est ahurissante, c'est 300 000 km par seconde, ok. Et ça, vous le multipliez de telle sorte à le faire pour un an. Bah voilà. Tout ça, vous le multipliez encore par 100 000 et vous avez la distance du coup d'un bout à l'autre de la galaxie. Donc la galaxie, elle est giga grande. Clairement, elle est giga grande. Vous pouvez pas faire... Si, on peut faire plus grand. Mais en gros, vous pouvez pas vous dire, un jour, on ira là-bas. C'est pour l'instant infaisable. Alors, je répète du coup ce que j'ai dit sur les années-lumière. Il faut savoir qu'une année-lumière, du coup, qui est notre petit a, point, petit l, c'est la distance que parcourt la lumière en un an, ok. Sachant que la vitesse de la lumière, c'est une vitesse pardon, qui ne peut pas être franchie. C'est une vitesse qui est pour l'instant admise comme maximale. On ne peut pas aller plus vite que cette vitesse-là, ok. Qu'elle soit dans l'air ou dans le vide, c'est à peu près pareil. Et cette grandeur du coup qu'on appelle célérité, petit c, c'est 300 000 km par seconde. Alors exactement, c'est 299 000... mais on s'en fout. Voilà, 300 000 km par seconde, c'est déjà pas mal. Du coup, vous pouvez vous amuser à calculer la distance que représente une année-lumière. Je vous encourage à le faire. On le corrigera du coup la prochaine fois. Et donc, du coup, bah, vous pouvez en déduire la taille de la Voie lactée en kilomètres, sachant qu'elle mesure environ 100 000 années-lumière. Voilà. Vous allez voir qu'en kilomètres, ça donne des chiffres qui sont tellement grands, c'est que on sait pas en fait, comment dire. Le cerveau humain n'est pas conçu pour se rendre compte en fait de très petites distances par rapport à d'autres très petites distances, ou des très grandes distances, ou très grandes choses, ou très grandes masses, ou n'importe quoi, hein. Des très grands ou des très petits chiffres, quand on les compare entre eux, on n'arrive pas trop à sentir la différence. Par exemple, si je vous dis, voilà, j'ai 10 euros ou 100 euros dans ma poche, vous avez conscience en fait de la différence de sous que j'ai sur moi. Vous savez que je pourrais pas acheter la même chose. Vous avez conscience en fait de cette différence entre 10 et 100 euros. Par contre, si je vous dis, bah voilà, pour aller jusqu'à la Lune, il y a 150 millions de kilomètres par exemple, je prends des chiffres au hasard, hein, enfin pas trop au hasard, il y a une mouche qui m'embête là. Pour aller au Soleil, bah, vous avez 150 millions de kilomètres. Bah ouais, c'est deux chiffres super grands, enfin là je dis les mêmes, j'étais un peu con. Je sais pas, je vais dire par exemple que
Cette étoile-là, elle est à 150 milliards de kilomètres. Et l'autre, en fait, elle est à 250 milliards de kilomètres. Bah, vous allez me dire chez vous, bah non, c'est facile, il y a 100 milliards de kilomètres de différence, et puis voilà. Ouais, mais du coup, pour y aller ou pour l'observer, ce sera beaucoup plus dur, ou pas? Est-ce que ce sera beaucoup plus long d'y aller, quand on aura la technologie pour? Tout ça, vous en savez rien. En fait, vous n'arrivez pas à vous rendre compte, en fait, de combien de fois plus loin ça va faire. Ok? Vous n'arrivez pas à vous rendre compte, en fait, de la faisabilité d'une étude, si jamais le truc il est beaucoup plus gros, beaucoup plus petit, beaucoup plus loin. Tout ça, en fait, on ne sait pas le représenter. Et c'est pour ça qu'en fait, on change d'unité à chaque fois. Quand on prend des très grands nombres, on n'arrive plus à se représenter les choses. Mais quand on change d'unité, ça le fait mieux. Donc par exemple, si je dis qu'un machin est à 2 années-lumière alors que l'autre il est à 4, ah, je sais que là, il y a 2 fois plus de distance, quoi. Ok. Alors que 150 milliards et 450 milliards, ouais, ça fait très grand, quoi, dans les deux cas. Ça fait très grand. Même si là, on sait qu'il y a un facteur 3, au bout d'un moment, il y aura tellement de grandes distances, il y aura des millions de kilomètres, et on ne saura plus vraiment faire, il faut changer d'unité. Et c'est pour ça qu'on a inventé du coup l'année-lumière, c'est parce que c'est quelque chose qui est très grand. D'ailleurs, l'année-lumière a été bien surpassée depuis. On a inventé ce qu'on appelle la parallaxe, et d'autres unités comme le parsec par exemple, qui permettent d'aller encore plus loin en termes de distance et en termes d'unité, pour savoir un petit peu à quel ratio de distance on part. Voilà. J'espère que c'était pas trop long. Du coup, on va commencer juste à présenter les planètes, et une fois arrivé à Mercure, je m'arrêterai. Il va falloir que on pose une définition de ce qu'est une planète, parce que quand on dit ça c'est une planète, ça en est pas, bah il faut pouvoir parler avec les mêmes codes. Il faut pouvoir dire à des gens, bah ça c'est une planète parce que, et ça c'en est pas une parce que. Voilà, il faut donner des codes, il faut donner du coup des critères de classification, et une fois qu'un corps va rentrer dans ces critères, il sera admis comme une planète. S'il ne les respecte pas, il n'en sera pas une. Alors du coup, sont considérées comme planètes, entre parenthèses, ou exoplanètes. Ça veut dire des planètes qui répondent aux mêmes critères, mais qui sont dans d'autres systèmes. Les corps qui répondent aux critères suivants. Il y a 3 critères en fait pour devenir une planète. Déjà, il faut être sphérique. Alors ça vous paraît évident, vous avez connu plein de corps rocheux qui sont sphériques, et vous dites bah voilà, c'est facile, c'est toujours une sphère. Non, c'est pas toujours une sphère. Les astéroïdes ne sont pas sphériques, par exemple. Donc ce ne sont pas des planètes, et on les a assimilés à une autre catégorie. Les astéroïdes ne sont pas sphériques pour une simple et bonne raison, enfin, vous allez me dire simple entre guillemets, hein, monsieur, c'est qu'ils ne respectent, enfin, ils n'ont pas d'équilibre hydrostatique. Alors qu'est-ce que c'est ? En gros, quand vous avez une planète qui va se former, bah, vous allez avoir plein de corps qui vont venir par accrétion, on appelle ça, se rassembler au même endroit. Et au fur et à mesure que vous vous rassemblez au même endroit, en fait, bah, vous augmentez la gravité, vous attirez encore plus de choses, etc. etc. Et par cet effet-là, vous allez créer un gros ensemble qui va être compact et qui va soit former une étoile quand ils sont beaucoup plus nombreux, ou dans le cas de notre planète, en planète parce qu'ils sont pas assez nombreux. Ok ? Mais ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Dans tous les cas, une fois que tous ces corps se sont agrégés, imaginez, je sais pas, que vous mettez une star de cinéma ou de chanson, de rap, ou ce que vous voulez, à l'intérieur de la cour du lycée. Bah en fait, les premières personnes qui vont le voir vont être attirées par lui. Ils vont demander un autographe, ils vont venir s'agglomérer autour de lui. Et quand vous allez du coup appeler cette personne pour avoir votre autographe, bah du coup vous allez émettre l'information que cette personne est parmi nous. Donc du coup, des gens qui sont un peu plus loin que vous mais qui n'ont pas encore remarqué la chose, bah du coup vont être au courant, ils vont aussi s'agglomérer mais derrière vous, ok ? Et vu que vous voulez absolument être au plus près de votre star, bah vous allez essayer de vous mettre de telle façon à ce que la distance entre lui et vous soit minimale. Et ainsi de suite, vous allez créer du coup une agglomération d'élèves autour de la star, et en fait, chaque élève va vouloir être le plus près possible. Et bien en fait, en gravité, lors de la formation de planète, c'est exactement ce qui se passe dans le phénomène de l'accrétion. C'est que vous avez un centre en fait où il y avait un peu plus de masse qu'ailleurs, qui génère du coup une gravité, et chaque objet, chaque poussière qui va être autour, en fait, va être attiré par cette petite masse,
va se coller de façon, enfin se coller entre guillemets, de façon à être à la distance la minimale possible du centre, et du coup vous allez faire un truc à peu près sphérique, ok? Quand la masse n'est pas suffisante, du coup, votre chose elle est pas très droite, c'est un peu dégueu quoi, ça c'est un astéroïde. Par contre quand vous allez dépasser une certaine masse, vous allez avoir vous allez avoir ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique qui va réguler en fait la forme globale de votre chose et qui va faire que toutes les particules soient à peu près à la même distance du centre. Et ça, en fait, ça va du coup créer ce qu'on appelle un objet sphérique. C'est le cas du coup pour tout ce qui est planète et pour la grosse majorité aussi des planètes naines. Ok ? Donc du coup, vous voyez qu'on ne peut pas encore différencier planète naine et planète grâce à ce critère-là. Il y a une seule planète naine qui ne répond pas à ce critère. Si vous voulez chercher sur internet, elle s'appelle Haumea, H-A-U-M-E-A. C'est une planète naine du coup qui a une vitesse de rotation sur elle-même qui est tellement importante, c'est que du coup elle est un peu déformée et elle est un peu ovale. Voilà, c'est à cause de sa rotation. Sinon elle aurait cet équilibre normalement. Enfin elle l'a, mais la rotation déforme l'équilibre. Deuxième critère du coup pour être une planète, il faut orbiter autour du Soleil. Voilà. Donc autour du Soleil pour être une planète de chez nous, ou pour être une exoplanète, il faut orbiter autour d'une autre étoile dans le système de cette étoile. Si vous orbitez pas autour d'une planète, autour d'une étoile, vous pouvez pas être une planète. Exemple, la Lune, c'est un satellite. La Lune n'orbite pas directement autour du Soleil. Elle orbite autour de la Terre, donc du coup elle est un satellite de la Terre. Ok ? Son étoile à elle, c'est la Terre en gros. Sauf que vu que c'est une planète, on peut pas dire que la Lune c'est une planète aussi. Ok ? Elle n'a pas les mêmes caractéristiques, donc on a rangé ça dans la catégorie satellite. Par contre, si je prends par exemple la Lune et que je la mets à la place de Mercure et qu'elle orbite comme Mercure par exemple, la Lune serait une planète. Elle aurait toutes les caractéristiques pour être une planète. Par contre, si je prends Mercure et que je la mets autour de la Terre et qu'elle se satellise à la Terre, qu'elle orbite autour de la Terre, Mercure perdrait son statut de planète et deviendrait un satellite. Vous voyez qu'un même corps en fait fait faire partie de plusieurs catégories, mais c'est un critère qui va dire qu'elle appartient à celle-là. Ok ? Donc par exemple, si j'échange la Lune et Mercure, j'échangerai leur catégorie en même temps. Elles ont quasiment... à pas grand chose près, elles ont quasiment la même taille et la même masse. À pas grand chose près. Ok ? Troisième critère, et c'est ça qui a fait que Pluton a été déclassé en tant que planète naine, c'est qu'il faut avoir balayé son orbite de tous les débris pouvant s'y trouver. En gros, il a fallu faire son ménage autour de son orbite. En gros, vous avez une orbite, ok, sur laquelle se déplace la planète, et il faut que la planète en fait impose sa gravité. Il faut qu'à chaque fois qu'elle passe à côté d'un débris, que le débris soit capté par la planète, et que ce débris du coup s'y écrase. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, vous allez voir qu'il y a pas mal de contre-exemples à ça. La Terre par exemple, elle a pas mal de débris en fait qui tournent en même temps qu'elle, que du coup elle ne rencontrera jamais. Mais par contre, si elle les rencontrait, ces débris s'y écraseraient. Donc la Terre est restée en tant que planète. Normal. C'est ce qu'on appelle les points de Lagrange, mais c'est compliqué. Par contre, si je prends un astre comme Pluton, Pluton en fait il évolue dans un champ de débris. Donc il y a des débris qui sont pas mal présents partout, que Pluton rencontre, mais que Pluton ne fait pas s'écraser à sa surface. Donc du coup en fait ces débris sont encore là dans son orbite. Elle a l'occasion de les faire s'écraser, mais elle n'en a pas le pouvoir. Donc du coup elle ne respecte pas ce critère là. Elle ne peut pas en fait balayer son orbite de tous les débris s'y trouvant. Voilà. Vous avez toutes les informations du coup pour les planètes. Il faut savoir que chaque système, qu'on appelle les systèmes stellaires du coup, système solaire parce que le soleil, système d'une étoile, système stellaire, peut posséder des planètes variées en nombre comme en caractéristiques. Vous pouvez avoir des planètes comme Jupiter très proche d'un soleil, d'une étoile comme le soleil. Vous pouvez avoir des planètes, vous pouvez avoir un système de 3 planètes seulement. Vous pouvez avoir un système de 10 planètes. Enfin, faut savoir que 8 c'est déjà un grand nombre. Et vous pouvez avoir aussi des systèmes qui possèdent plus d'étoiles qu'une. Il faut savoir que le système solaire, en fait, avoir une étoile, c'est un cas qui est pas très courant.
les systèmes d'étoiles avec deux étoiles à l'intérieur, c'est la grande majorité, c'est la normalité en fait. Un système binaire d'étoiles, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant qu'un système avec une seule étoile. Alors les planètes, sinon, la théorie qui est actuellement admise pour la formation d'une planète, c'est celle de l'accrétion, mais il faut savoir que dans le monde scientifique, c'est encore en discussion, c'est pas totalement arrêté, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette théorie-là. C'est la théorie qui est la plus en vogue, qui est pour l'instant communément admise. Mais il faut savoir que tout le monde n'est pas encore un fervent adhérent à cette théorie-là. Voilà, il y a d'autres théories qui sont avancées, dont je ne parlerai pas, parce que j'en suis pas expert. Mais bon, pour l'instant, celle qui est plus adoptée, c'est l'accrétion. Et l'accrétion, bah, vous avez deux exemples pour l'expliquer. Vous avez l'exemple de la star dans la cour du lycée que je vous ai expliqué. Vous avez un amas d'élèves qui se fait de plus en plus important autour de la personne. Mais vous avez aussi celle un peu plus physique avec la gravité. Il faut savoir que chaque grain de matière, en fait, possède une gravité. Vous, moi, l'ordinateur sur lequel vous êtes là, tous, dès que vous avez une masse, vous avez une force de gravité que vous générez. Ça, c'est normal, ok ? Après, vu votre masse, elle n'est pas très forte, elle se ressent pas, sinon on serait tous collés l'un à l'autre, ok ? Ce serait un désastre. Mais cette force de gravité existe. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il n'y a aucune autre force qui est là, comme dans l'espace, ok ? Bah en fait, dès lors que vous avez plein de poussière quelque part, prenez un verre avec plein de sable, vous le balancez sur votre table comme ça, bah vous savez qu'il y a un endroit où il y aura plus de grains de sable qu'ailleurs, ok ? Bah du coup, cet endroit où il y a plus de grains de sable qu'ailleurs, où il y a plus de matière qu'ailleurs, bah vous avez plus de gravité qu'ailleurs. Donc du coup, toutes les particules qui sont toutes proches de ce centre de gravité vont y être attirées, et quand elles vont y être attirées, quand elles vont venir en fait à ce même endroit, elles vont augmenter la masse de cet endroit. En augmentant la masse, du coup, vous allez augmenter la force de gravité qu'elle génère, donc vous allez pouvoir avoir en fait une force suffisante pour attirer les particules qui sont un petit peu plus loin, qui vont du coup être attirées, augmenter la masse, augmenter la gravité, et donc du coup attirer celles qui sont un peu plus loin, et un peu plus loin, et un peu plus loin, etc. etc. Une fois que vous avez soit aggloméré toutes les particules qu'il y a autour de vous, soit que la force de gravité n'est pas suffisante pour aller chercher les particules qui sont plus loin, bah vous arrêtez du coup votre accrétion. C'est aussi simple que ça. Par contre, si vous imaginez un petit peu, hein, imaginez que vous avez plein de sable, hein, ok, et au-delà d'une certaine zone, vous pouvez plus attirer. Qu'est-ce qui se passe ? Bah du coup, vous avez une boule au milieu, plein de sable, et vous avez un anneau autour. Est-ce que ça ressemblerait pas à Saturne un petit peu ? Par contre, si vous avez tout aggloméré, bah ça vous fait une planète sans anneau, et ça ressemble du coup à pas mal d'autres planètes que vous avez dans le système. Alors attention par contre, ne pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Il faut savoir que Saturne, c'est pas du tout la seule planète du système solaire à avoir des anneaux. Ok, ça il va falloir l'enlever de votre tête direct. Il y a exactement 4 planètes qui ont des anneaux naturels autour d'elles. Ok. Les 4 géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Même si Neptune et Jupiter ont un anneau qui est pas mal fin, il existe. Et donc du coup, vous avez la moitié des planètes du système solaire qui sont dotées d'un anneau. Et si on va aller encore plus loin, si on continue nos conneries sur la Terre, on aura bientôt un anneau artificiel. Avec tous les satellites qui sont sur la même orbite en train de tourner. Voici du coup la première chose que je voulais démonter en astronomie, enfin en cosmologie avec vous, c'est que toutes les planètes ne sont pas sans anneaux sauf Saturne. C'est pas vrai. Saturne a celle qui a les plus beaux anneaux, les plus gros, mais ce n'est qu'une planète parmi d'autres qui en a. Ok, il y en a plein qui en ont. Uranus en a des très beaux aussi, un système de 8 anneaux il me semble. Et vous avez du coup Neptune et Jupiter qui ont des plus fins. Jupiter a des très vieux anneaux, ils sont en train de disparaître, ils sont très très vieux, mais ils sont encore là. Bref, du coup il faut savoir que ce mécanisme d'accrétion, en fait, ce mécanisme de formation des planètes, c'est le même que celui des étoiles. C'est exactement le même. Tout ce qui a différencié en fait la création d'une planète par rapport à la création d'une étoile,
Bah, c'est la masse que vous avez plus agglomérée au milieu. Si vous avez beaucoup plus de masse, vous pouvez faire ce qu'on appelle un allumage de réaction thermonucléaire et donc du coup créer une étoile à partir de votre planète, en gros. Si vous prenez Jupiter par exemple, c'est une étoile manquée. C'est une étoile manquée, elle était à pas grand chose de devenir une étoile, mais il n'y avait pas assez de masse. Ok. Jupiter en fait est une étoile qui aurait pu en devenir, enfin, une étoile avortée un peu si vous voulez. Voilà. Moi c'est bien comme formulation, c'est bien. En fonction d'une planète tellurique ou une géante gazeuse, la théorie de la formation n'est pas exactement la même. Alors j'essaierai d'expliquer un petit peu comment se forment les planètes géantes gazeuses, mais en gros les telluriques, c'est vraiment la création comme on l'a vu. Et les géantes gazeuses, bah, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de roches. Donc du coup c'est forcément pas le même mécanisme de formation. Mais les géantes gazeuses en fait se sont formées par rapport à une théorie qui s'appelle la théorie migratoire. Et en gros il faut imaginer que au lieu d'être là et d'avoir aggloméré ce qu'il y avait autour, en gros elles étaient ailleurs, elles ont aggloméré, et vu qu'elles ont gagné en masse, elles se sont rapprochées du soleil. Voilà. En gros c'est ça, c'est pas juste comment je le présente, mais si vous retenez ça c'est déjà très bien comme image. Voici du coup une image de ce qu'on peut appeler une protoplanète, hein. C'est un petit peu une vue d'artiste de comment se formerait une planète. Donc vous avez du coup une masse qui se forme quelque part, okay, une masse plus importante, et vous avez du coup des débris qui sont autour, mais aussi un manque de débris qui commence à arriver parce que attiré par le centre de gravité du coup de l'environnement proche. Voilà. Donc du coup la prochaine fois on attaquera Mercure qui est la première planète du système solaire. J'espère que ça vous aura plu et donc du coup je vous laisse faire le calcul d'une année-lumière en kilomètres, puis de la taille de la galaxie en kilomètres. Vous allez voir ça fait un chiffre très très grand. N'hésitez pas à m'envoyer vos solutions si vous le voulez, c'est pas obligatoire, je m'en fous si vous le faites en fait. C'est plus pour vous habituer à manipuler des grands nombres. Et tous ceux qui veulent passer en spé physique ou en spé maths, essayez de faire ce calcul là, ça peut vous permettre de manipuler des très grands nombres parce que vous allez avoir à en manipuler. Et du coup ce serait que bénéfique pour vous. Si vous avez des questions bien sûr sur tout ce qu'on a fait, n'hésitez pas soit en commentaire soit par pronote, hein, je répondrai à toutes les questions sur l'astronomie, il n'y a aucun problème. C'est un truc qui m'intéresse très grandement et je pense que ça vous intéresse vous aussi vu que vous avez voté pour ça. Et donc du coup lundi on attaque Mercure, la première planète. Voilà. Sur ce, au revoir à tous et merci d'avoir écouté jusqu'au bout.